c'était toujours au jour le jour. Et tu te réveilles et ça fait 20 ans. Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et je suis avec Renaud Lemaire. Vous êtes sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On va passer aux questions. Je vais passer derrière la caméra et on attaque. Alors déjà, un truc que je vais te dire avant qu'on démarre, c'est que pour toi, je suis personne. On s'est croisés à quelques reprises en séance de dédicace. Mais clairement, moi, ça fait des années que je te suis, des années que je suis fan et des années que j'ai l'impression de te connaître au travers de ton travail. Et voilà, pour moi, t'es un petit peu le grand frère dont je suis super fier, quoi. Ok. Première question, slip ou caleçon? Caleçon. J'étais pas sûr que tu réponds. Caleçon troué. Caleçon troué, jure. Vas-y, montre. Là, tu montres, franchement, t'es encore plus fada que moi. Allez, deuxième question. Est-ce que tu aurais imaginé faire tenir Dreamland 20 ans à tes débuts? Non. Non? Non, dans ma tête, je m'imaginais 6 ans. Pas en termes... elle l'a fait en 6 ans, mais quand tu signes et que tu vis ton rêve de faire de la BD, tu t'imagines pas 20 ans plus tard en faire. Tu l'espères secrètement. Mais non, Dreamland, c'était du jour au... c'est vraiment... Tout s'est fait vraiment au jour le jour. J'ai signé, c'était OK pour 3 tomes. Mais c'était même pas en mode arc ou quoi. C'était, il faut que tu nous fasses une fin. Tu fais, j'écris pas comme ça. J'écris ma série comme elle doit être écrite. Et si jamais au tome 3 on arrête, ils arrêtent. Mais moi, je dis pas que j'aurais continué, mais j'ai écrit de la même façon que ce que je faisais quand j'étais petit. Et donc en vrai, il y a pas de plan. Tu fais, t'as l'air de kiffer. J'arrivais dans une industrie que je connaissais pas, donc on te dit le tome 1 c'est sympa, ça se vend moyen, le tome 2 te dit ça a l'air de prendre, le tome 3 on te dit ok, après on te dit on va signer le 4, au 4 on te dit franchement fais-nous la suite, donc c'était toujours au jour le jour, et tu te réveilles et ça fait 20 ans. Putain, c'est ouf. Voilà. C'est ouf. En plus, Pika te laisse quand même une certaine liberté d'action au niveau de la trame scénaristique. Ils sont peut-être pas trop derrière toi, tu gères un peu ton temps. Je veux dire, t'as pu faire les remasters, t'as pu faire l'artbook. Il y a eu un gap de 2 ans quasiment entre le tome 15 et le tome 16 parce que tu faisais l'artbook en même temps. Et peut-être, je dis peut-être une connerie, t'avais peut-être attaqué les remasters déjà ou ça s'est fait après? En fait, la liberté, c'est pas un truc que t'as d'acquis, et c'est pas Pika qui d'un coup se dire vas-y, lui on le laisse faire. C'est pas qu'il a imposé un petit peu. Et t'imposes non plus, c'est pas, t'arrives pas en disant je veux ça, c'est qu'en fait, il faut tout remettre dans son contexte. Il y a 20 ans, Pika veut faire de la création, c'est-à-dire que tu vas faire partie des 0,05% de leur catalogue. Sur les 400 titres qu'ils ont, c'est que du japonais. C'est de la traduction de manga. Ce qu'on appelle Pika, Kana, Glénat en mode manga, c'est des publishers, c'est des gens qui achètent des licences et qui traduisent. Il y a les ayants droit japonais qui ont leur mot à dire. Donc quand une jeune boîte comme Pika, toute nouvelle, affiliée à personne, peut faire la cré avec un français, il n'y a pas à imposer un scénario, ils sont pas scénaristes. Ouais, tu vois, moi je suis auteur complet quand je viens pour Dreamland. Je suis pas juste un dessinateur qui dit j'ai besoin d'un scénar. Il y a personne chez Pika qui allait dire alors ça serait bien de l'écrire comme ça. Il y a pas de tento. C'est pas comme au Japon où il y a toute une structure pour aider le lecteur. Là on veut faire la créa avec les départements et les gens qu'on a qui font de la traduction. Donc ils sont retrouvés en face d'un gars qui avait l'air de savoir ce qu'il voulait avec Dreamland et je savais où j'allais. Donc c'est pas qu'ils m'ont laissé la liberté, c'est que on va le laisser faire les premiers tomes. Si ça marche pas, eux ils sont salariés, il y a pas d'enjeu pour eux, tu vois, il y a un enjeu un peu économique mais même pas parce que ce sera vite rentabilisé avec les autres séries, c'est toi qui joues ta vie en fait en tant qu'auteur. Nous on joue notre vie à chaque fois, si on nous arrête, tu repars à zéro. Dans le milieu de la BD, c'est un métier ultra précaire. Si tu te plantes, eux ils te disent les chiffres sont pas bons, next. Ça veut pas dire que tu seras tricard chez l'éditeur. Beaucoup d'auteurs signent des autres projets chez les mêmes éditeurs parce qu'un éditeur ne va pas croire que l'échec il est dû qu'à toi. Le fait de ne pas rencontrer son public, il y a tellement de facteurs différents que bon voilà. Mais donc du coup, franchement, oui les étoiles et puis encore donc j'ai rien imposé. Ils sont pas plus libres que les autres. C'est que moi avec eux, ma personnalité et leur personnalité et le contexte a fait que vas-y on tente un truc. Et comme je disais après, comme on avançait au jour le jour eux aussi, c'était pas en mode le public était là, les dédicaces c'est pareil, c'était assez nouveau pour eux. Quand l'attaché de presse qui n'était pas forcément, qui était attaché de presse, qui donnait des articles sur allez-y dans les magazines, parler de
de la série Jap qu'on a signé, c'est ben, on a un auteur en dédicace, comment ça se gère, les libraires et tout, tu vois, donc c'était tout nouveau. C'est ça que j'ai aimé. J'avais affaire à des gens qui allaient apprendre le métier avec moi. Ça peut être un frein pour des gens, parce que il y a des choses qui vont être mal faites ou maladroites. Toujours de la maladresse. Il n'y a jamais de vice ou d'envie de te casser le truc. Donc c'est pour ça les couacs qui ont été faits, ça a été de la maladresse de ma part ou de la maladresse d'eux. Donc on a grandi ensemble. Et donc il n'y a pas ce côté oui j'impose et machin. C'est juste que ben on a grandi, le succès est arrivé ensemble. On sait pas pourquoi Dreamland a marché. Et donc c'est sûr que le succès amène la liberté. Donc quand tu parles des artbooks, des remasters, on parle déjà de plus de 10 ans de carrière, plus de 12 ans, des propositions où tu as un auteur qui a déjà fait 15 tomes de 200 pages. C'était du jamais vu à l'époque. Donc cette liberté, c'est des trucs un peu acquis, tu vois. Quand même, voilà. T'arrives, t'as que 2 ans d'expérience, tu dis je veux un artbook de 300 pages. T'as beau t'appeler, t'as beau avoir du bagou, on va te dire non coco, tu vois. Tout s'est fait logiquement en fait. Faut bien remettre tout. Là, je peux comprendre qu'aujourd'hui on prenne le succès de Dreamland et on se dise il y a ça. Tu fais c'est pierre après pierre après pierre après pierre. Ils ont un auteur qui a envie de faire des choses. J'ai pas peur de la page. Ça c'est une grande force. Souvent une page ça fait peur, c'est normal. Donc si là il y a des auteurs qui écoutent ou des apprentis, faire un tome 1 c'est dur, rattaquer sur un tome 2 c'est dur, un après tome c'est dur, imaginer des planches c'est dur. Moi j'ai cette chance, je suis un robot, c'est très mécanique pour moi le dessin. Donc je dessine. Et donc ils l'ont vite vu, donc on va pas mettre des barrières à ce mec qui veut que faire des planches. Quand je demande un tome de 340 pages, ça les étonne, mais c'est moi qui demande. Donc ils vont pas dire non, calme-toi. C'est ah ouais, t'es sûr. Il y en a parfois qui vont dire calme-toi, il y en a trop. Donc ils disent t'es sûr, je fais oui, et ben ok, allons-y. Parfait. Alors, on va enchaîner sur la question suivante, parce que finalement, on a un peu digressé, mais... Tu verras, c'est souvent ça que moi. Franchement, c'est... Je parle et je te fais 4 ou 5 questions. Ouais, mais c'est ultra intéressant. Bon, ben là, on revient un petit peu par rapport au lectorat japonais. Est-ce que l'arrivée de Dreamland au Japon était ton objectif à tes débuts? J'ai eu la réponse en lisant la fin du tome 23, mais je te laisserai quand même y répondre. Et est-ce que Dreamland te semble avoir conquis le lectorat nippon? Alors, le Japon... ça a jamais été un objectif, je l'ai toujours dit en interview, parce que la question, donc maintenant c'est publié, on me dit qu'est-ce que ça te fait, mais ça fait 20 ans qu'on me dit c'est quand que c'est publié au Japon, pourquoi c'est pas publié au Japon, t'as eu des demandes au Japon, donc toujours la même question, dire ça a jamais été mon but, mon Eldorado. Moi je me suis approprié le format des Japonais, mais quand tu regardes ce qui est Dreamland, les 23 tomes aujourd'hui, ça ne ressemble pas à un manga japonais, à un manga. Dreamland c'est à part. Il y a beaucoup de pages, il y a des pages couleurs au début, au milieu, il y a des cases, il y a le sang colorisé en rouge. Tu vois, j'ai instauré beaucoup de choses. La jaquette réversible, maintenant tout le monde en fait, mais quand tu regardes historiquement, Dreamland faisait partie des premiers où j'ai dit, on peut imprimer là, on le fait. Narrativement, quand moi j'étais en train de découvrir le manga à 15 ans, j'ai vu un terrain de jeu. T'as l'habitude de voir que de la franco-belge et d'un coup tu découvres un nouveau terrain de jeu. Tu dis quoi? Il y a un autre média en BD qui est le manga qui permet de raconter des histoires de 200 pages et en plus comme je le découvre avec Dragon Ball, tu dis mais c'est sérialisé, on sent une évolution des persos, on n'est pas sur Astérix qui grandit jamais, et chaque tome voilà, non t'es sur Sangoku qui grandit et donc ça m'a ouvert au créatif, au raconteur d'histoire que j'étais, un nouveau terrain de jeu. J'ai pas dit je vais faire mon Dragon Ball, je vais faire comme japonais, c'est donner à un mec comme moi qui écrit des histoires de quoi avoir des tomes avec beaucoup de pages, et ça donne Dreamland, des tomes de 230 pages où je fais n'importe quoi. Donc le Japon a jamais été forcément un but en soi. Quand c'est arrivé, je te cache pas, c'est cool. En vrai, c'était un peu la petite passe D comme je le dis dans le tome, où c'est le petit mec de 15 ans qui travaille, qui fait du manga dans sa chambre et avec tous les posters japonais. Et là, de se dire, au fait, mon moi du futur qui dirait, au fait, tu te rends pas compte là dans ta petite chambre de gosse, dans quelques années, ton bouquin, tes histoires, donc tes personnages à toi, qui sont pas japonais, ça se passe à Montpellier, ils seront dans des librairies au Japon. C'est plus ça, le côté, l'objet. Tu vois, par contre, j'ai l'objet, j'ai les tomes, il fallait vraiment que ce soit relié. Tu m'aurais dit publication numérique au Japon, j'aurais dit non. C'est moi, je suis très bouquin, le tome japonais, je le feuillette, il est trop bien imprimé parce que c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes machines. Au Japon, c'est le pays du manga, le pays du noir et blanc. Ils impriment à coups de millions, et pas que One Piece, c'est vraiment des grosses... Donc c'est pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes réglages, c'est pas les mêmes papiers, c'est un autre monde dans l'édition. Et donc forcément, moi qui ai beaucoup de VO, parce que ce que je fais c'est de la VO, je donne mes pages à mon éditeur. Donc moi quand j'ai commencé Dreamland, pour essayer de calibrer mes trames, j'ai pas pris le One Piece que Glénat chope du fichier japonais, j'ai pris le One Piece que Oda
il envoie à son éditeur, c'est-à-dire le One Piece japonais. Et c'est là pour ça que tu peux regarder un Dreamland a un papier crème. C'est un papier un peu jaune, pas le japonais, mais tu vois le français. Dès le tome 1, j'ai demandé un papier crème parce que les mangas japonais sont papier crème. Ça rend la trame plus chaleureuse. Mes modèles ont toujours été les VO. Et donc d'un coup, tu te dis, tiens, il y a mon tome qui est publié, imprimé par ces machines-là. Voyons voir ce que c'est. Et pour tous les gens qui ont eu les Dreamland en japonais, tu vois que la qualité, elle est dingo. Donc moi, je suis vraiment fier de l'objet. J'ai vraiment mes tomes à la maison. Je suis trop fier de ça. Je l'ai fait pour avoir les tomes dans ma bibliothèque. Pas pour que les Japonais les aient, pas pour que vous les ayez, pas pour qu'il y ait un succès, mais pour dire, putain, c'est con, moi, je l'ai mis à côté du One Piece et Dragon Ball japonais. C'est mon kiff. J'ai fait mon kiff. Après, Dreamland est le seul, à ta question, où le retour japonais, quand je suis allé en dédicace, ben, c'est comme d'hab. Je sais que c'est ma force. Les Japonais qui étaient en dédicace, ils n'ont pas forcément l'habitude de la dédicace, sont venus, ont vu la com et tout, donc avaient acheté le bouquin pour se le faire dédicacer. Donc tous les Japonais qui ont eu Dreamland dans les mains, ils ont kiffé. Ils ont trouvé ça assez ouf, vu que c'était la version remaster. Maintenant, la question, c'est comment tu fais pour que ça dure. Des Japonais aient Dreamland dans les mains sans que je sois là-bas, en dédicace. Et la question, ben, en fait, c'est déjà mort parce que c'est au Japon, il faut y aller, il faut comprendre l'industrie qui est différente. Je vais vite, mais les librairies là-bas, c'est pas les libraires qui font leur vitrine, c'est les éditeurs qui louent des espaces. T'as la Shueisha qui a bien plus de 50% des librairies. Enfin, donc c'est les éditeurs qui font. Donc quand t'es un petit Français, tu vas être dans le coin des comics et tout. Et un Japonais n'est pas quelqu'un qui va en librairie pour découvrir un manga. Il y va pour acheter le manga qu'il a. C'est pour ça que toutes les librairies sont faites et que c'est pour ça que les éditeurs achètent louent les espaces et le plus d'espace pour que dès que t'es rentré, ah ben t'as le One Piece est là, je le prends et je repars. La vitrine, la découverte de séries, c'est les magazines de pré-pub. Le Japonais découvre les séries en pré-pub. Mais quand c'est pour le tome relié, s'ils vont d'un point A d'un point B, ils sont pas comme nous à bouger dans les librairies, à se dire ah tiens, il y a trop. Il n'y a pas que le Jump, mais c'est qu'au Japon, il y a 400 magazines de pré-pub. Oui, en CNN, en machin, c'est leur façon de faire découvrir les séries. Ouais. Je te dis vraiment, les Japonais vont d'un point A à un point B, ils prennent leur série, ils s'en vont. Donc comment tu veux qu'un mec qui sait pas que Dreamland existe parce que je suis pas dans un magazine de pré-pub, qu'un Japonais quand il rentre en librairie, il va pas chercher Dreamland s'il est pas au courant que ça sort. Ça, je te raconte, tout ça, j'en avais conscience, mais avant même de signer. L'aventure japonaise, elle est, comme je te dis, pour une histoire de cocher une case, de kiffer, d'avoir, faut le dire, l'éditeur d'Euromanga qui publie aussi Radiante et plein d'autres titres français. Franco-belge, les Black Sad là-bas, c'est lui. Au fil des ans, on se côtoyait professionnellement. Et au fil des ans, une relation très sincère s'est liée. On n'était pas potes parce que je voulais qu'il publie Dreamland et lui, il savait que je n'étais pas là pour que il y ait vraiment une rencontre. Ouais. Et donc même quand il y a eu des échanges avec des gros éditeurs japonais, je dirais pas les noms, mais des éditeurs japonais voulaient Dreamland. Moi, je voulais travailler avec mon pote en fait. C'est aussi simple que ça. Qui était devenu mon pote. J'avais envie de cette aventure humaine. Et c'est grâce à Euromanga, grâce à lui, que j'ai pu être invité au Japon. J'aurais été publié par la Kodansha ou quelqu'un d'autre, m'aurait pas fait venir, m'aurait pas invité aux frais de la princesse à dédicacer. Ils le font pas pour leurs gros auteurs qui sont sur place. Ça aurait pas été dans leur logique. Donc tout ça était déjà conscientisé dans ma tête, tu vois, c'était kiffé. Avec Dreamland, c'est toujours ça. Je réfléchis à l'instinct, jamais sur qu'est-ce qui pourrait être un gros truc ou quoi. C'est ça que j'aime aussi chez toi, c'est ce côté très humain. Et je l'ai vu encore aujourd'hui, pas plus tard, quand vous êtes arrivé avec PE et avec Géo, quand vous avez eu un petit peu de retard. Il y en a beaucoup qui seraient rentrés, qui auraient peut-être fait un signe de la main, qui seraient rentrés s'installer. Non, toi, t'as fait le tour de la file pour aller saluer tout le monde, peut-être leur dire désolé, on a un peu de retard. Et elle était longue la queue quand même. Hein. C'est pas un effort, tu sais. Non, c'est juste de l'humain. En fait. C'est de l'humain. C'est juste normal. Ça se perd et c'est beau que toi il faut le mettre en avant, il faut le souligner. C'est pas anodin, on est dans un monde où on s'individualise de plus en plus. Je trouve ça beau, regarde, tu prends un petit peu de temps pour moi alors que tu as eu une rude journée. C'est de l'échange, c'est du partage, c'est offrir. Moi derrière, pareil, j'avais fait une petite vidéo sur FreeQuest parce que j'adore ton travail, à toi, à Néo, à ta team. Je suis rien, je suis tout petit, mais ça m'a fait plaisir de le faire et ça a été fait avec le cœur. J'ai kiffé la faire cette vidéo et j'espère que ça s'est ressenti. Ça m'a permis de te caler un petit hommage aussi. Yes, merci. En fait, faut pas oublier, auteur, c'est pas une sorte de costume, moi je suis juste un mec normal. Et donc quand j'arrive dans un lieu où je vois qu'il y a une file de gens qui attendent, ben la moindre des choses c'est dire bonjour à tout le monde et pas de rentrer direct dans la dédicace parce qu'en fait,
Il faut pas... Tout est question d'empathie. Un bon auteur est une éponge. Tu dois comprendre ce que les gens ressentent pour pouvoir les retranscrire tes émotions dans tous les personnages que tu vas créer et que toi, en tant que lecteur, tu dis putain mais il a touché juste. Alors que pourtant, c'est pas mon caractère, mais j'ai pigé. Si on rentre à chaque fois, le dernier il sait pas, si t'es rentré il sait pas. Alors que là, ça rassure les gens, c'est normal. Puis en fait moi on m'a juste éduqué. Tu dis bonjour, tu vois, j'éduque mes enfants comme ça. On devient un peu des robots et c'est bien de se rappeler qu'il y a du sang, il y a des choses qui battent, tu vois. Donc voilà. Connexion logique, tu as passé du temps avec Yusuke Murata. T'imagines même pas comme j'adore ce mangaka. Son trait, il est incroyable. Je l'ai découvert avec Aishil 21. Ensuite sur One Punch Man. De ce que j'ai vu au travers de ce que tu as retranscrit dans le tome et des échanges que tu as eu avec lui, et il a eu l'air de kiffer Dreamland. Est-ce qu'il a lu d'ailleurs? Est-ce qu'il t'en a parlé à ce niveau? Est-ce que est-ce qu'il t'a peut-être donné des conseils également professionnellement ou des trucs que lui aurait peut-être eu tendance à faire? Tu sais, parfois il y a des gens qui ont le style à dire ah moi j'aurais plutôt fait comme ça. Pense-y peut-être tu sais à travailler ça de cette manière ou ça peut peut-être t'aider ou tu vois des conseils. Il a un certain bagage derrière lui, donc naturellement parfois t'as tendance à te dire bah il y a des choses à apprendre. Est-ce que t'as pu apprendre des choses de lui? Ou comment t'as ressenti cet échange? Je peux comprendre qu'on s'imagine ça, mais c'est pas ce qui se passe quand deux auteurs se rencontrent, et même si c'est un japonais ou un français, moi déjà, je ne ferai pas ce que t'as dit à un autre jeune auteur français, lui donner des conseils ou machin, on parle de plus comment tu gères ton quotidien, les trucs, et en fait Murata c'est pareil, il m'aurait donné des conseils pas que je les aurais pris, je fais ok, il aurait été dans ce mood, mais en vrai, je te désacralise le truc, ça se passe jamais comme ça avec n'importe quel auteur âgé ou quoi. Moi, en 20 ans, j'ai rencontré des milliers d'auteurs de tout Takabi, des Resta, des pas Resta, ça se passe pas comme ça, mais je comprends que quand on est extérieur, on se dit est-ce que... c'est vrai, quand on n'est pas de l'autre côté du pas miroir, du tout, c'est de l'échange d'énergie. Il avait pas lu Dreamland, évidemment, et en fait, moi, je m'en foutais. Il s'en foutait qu'on n'a pas parlé de One Punch Man, on parle pas de Dreamland. Quand j'ai rencontré Murata, déjà on a le même âge et j'ai trouvé quelqu'un. On dit souvent que je suis plus jeune que mon âge, que j'ai une bonne énergie. Et en fait, j'avais un mec en face qui avait le même âge que moi et qui faisait jeune aussi. Et j'ai retrouvé il avait une étincelle dans les yeux, l'étincelle des gosses que moi j'essaie de préserver. Cet œil pétillant de Ptio qui est en train de découvrir un mec qui a des milliers de kilomètres de lui, il tient le tome qu'il a feuilleté et tout évidemment, mais il n'a pas lu, il n'y a pas besoin de lire pour qu'on parle du truc et qu'on voit le skill qu'on a entre nous et de savoir l'énergie qu'on met. Donc en 2-2, il a vu qu'on était la même génération parce qu'il m'a dit toi aussi Toriyama c'est ton sensei. Tu fais bah oui frérot, ça se voit qu'on a eu les mêmes maîtres, même si lui il en a d'autres plus pointus parce que lui il est de leur pays, mais donc de suite il savait en voyant mon style que j'étais de cette génération. Voilà, il a reconnu les influences, donc on a parlé d'Akira Toriyama. Il était à fond, il me laissait pas en placer une, c'était comme un gosse, il était au taquet. Pour lui, il comprenait pas. Je vais expliquer les remasters, ce qui tenait le remaster, parce que c'est le remaster qui est au Japon. Et en fait, il buguait. Il était très très curieux, tu vois, on parlait pas de skill, de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est qu'est-ce qu'un mangaka en France? Pourquoi? Comment? C'est quoi ton rythme? Et pourquoi vous faites ça? Et comment tu gères ça? Pourquoi tu refais tes tomes et tout? Il comprenait pas. Donc j'ai expliqué, il disait que j'étais un fou. On discutait plus sur l'énergie. On échange nos quotidiens qui sont pas les mêmes, tu vois. Et lui, en ce moment, il est à fond dans l'animation. Mais c'est en ce moment. C'est-à-dire, j'aurais rencontré Murata il y a 3 ans, on n'aurait pas parlé de ça. Et là, il me dit, comme lui, il fait son animé et qu'il est en train de monter sa boîte d'animation, il fait Renaud, tu devrais faire ça, regarde, c'est trop. Il bosse sur la saison 3 de One Punch. Ouais, voilà, il a décidé, il monte son truc, il faisait ses allers-retours entre Tokyo et là où il est. Et donc, voilà, on parle des trucs du moment. Il fait tu devrais faire ça sur le logiciel, on peut faire son animé tout seul. Renaud, fais ton animé, tu vois. Non, mais t'es un ouf. Et donc, c'est plus ça. Et j'ai eu en face un passionné, quelqu'un avec une énergie assez ouf. Et c'est vrai qu'après, c'est là que je m'en suis rendu compte, la définition du mot auteur, c'est pas la même au Japon qu'en France. Tu vas être là, moi je pense à mes personnages, à me dire, tiens, je veux faire telle scène sur Terrence, comment je vais raconter. Et je voyais qu'il buguait, comprenait pas. Il fait comment ça, tu penses à tes personnages? Eux, ils sont en mode, c'est le lecteur qui guide ce que tu dois faire pour tes persos en vrai. Quand on dit le lecteur, le classement, la pression, il y a une pression tellement différente. Ah oui, je vois. Pour lui, il comprend pas. Les personnages, pour mon cas, je leur fais faire ce que j'ai envie et pas ce que le lecteur veut. Il buguait. Et donc pour lui, quand je disais, et toi, quand tu penses à tel perso,
comprenez pas, mais non, mais je n'imagine pas 3 tomes à l'avance. C'est je fais. C'est là que tu vois que, et c'est en ça que c'est intéressant, l'échange. Mais là, j'ai une petite anecdote pour toi. C'est, je dirais pas les noms, mais par exemple, t'as un japonais qui va travailler avec un éditeur français, japonais qui envoie du lourd, et on va lui dire, il travaille comme à la française, c'est-à-dire t'es tranquille. Le japonais était tellement dérouté qu'il fait non, qu'il a embauché un tento freelance. Un japonais ne travaille pas sans tento. C'est pour dire qu'ils sont vraiment dans un autre truc. Ils cherchent pas une liberté dans la création. Ils cherchent à être drivés, ils cherchent productivité. Il n'y a pas d'entraide entre auteurs au Japon. Il n'y a pas de coup bas, mais tout est dans la concurrence, tu vois. Il y a le classement. En l'inverse, dans le manga français, t'es le premier à... On est les premiers à... Ah, il y a la sortie du pote, n'hésitez pas, tu vois. Et c'est normal, on n'est pas beaucoup et on n'est pas en compétition. Au Japon, tu verras rarement un auteur mettre en avant un autre s'il n'est pas fini et pas dans la même maison d'édition. Tu vois, là, je te raconte l'anecdote parce que on en parlait en dédicace. Là, il y a quelqu'un qui me disait ah oui, mais regarde, l'auteur de MHA, il a fait la pub pour Kakurabashi. Je fais alors l'auteur de MHA, il vient de faire la pub parce qu'il a fini MHA. Et c'est la nouvelle série pour le Jump. Donc son éditeur. C'est pareil avec Kishimoto, Naruto. Il avait fait la pub de My Hero quand c'était fini. Donc c'est pour limite, perdez pas nos lecteurs. Mais quand ils sont en pleine bourre, tu regarderas, ces mecs se rendent pas dommage. Il y a une compétitivité saine. Et donc c'est vraiment un autre monde. J'enchaîne parce que tu me parlais d'animation un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'animé de Dreamland, où ça en est? Est-ce que tu as une date peut-être pour les premiers épisodes? La date, non, et c'est pas que c'est un secret, c'est que quoi qu'il arrive, il y a des plannings. Quand on parle d'animation, il y a des cahiers des charges à respecter. Les boîtes de prod vont livrer les épisodes aux chaînes comme c'est convenu. Mais par exemple, une chaîne, tu vois, il y a une programmation. Donc c'est sûr, c'est l'année prochaine, à cette même période. Est-ce que ça sera septembre, octobre, novembre? Mais en vrai, tout dépendra de qui il y a en face, tu vois. Il faut aussi penser que... plutôt pour 2026, du coup. Ah, c'est sûr, c'est pour 2026. Mais il faut penser que Dreamland, ça reste un ovni en animé. Oui. Si tu le mets en face de la prochaine saison qui sortira en même temps, le même jour que, je dis une connerie, un Dan ou machin, il faut être logique. Donc c'est pour ça. C'est pas parce que les épisodes sont finis que ça sortira dans le mois. Les chaînes, intelligemment, choisiront le meilleur créneau pour que Dreamland ait le plus de chances de rayonner. Et c'est pareil que quand t'as des sorties cinéma et tout, t'évites d'être en face des gros blockbusters. Et Dreamland n'est pas un blockbuster, donc on va éviter de sortir à la rentrée en face un gros truc. Oui, c'est pour la rentrée 2026. Ouais. D'accord, bon, c'est déjà une très bonne nouvelle. Je rebondis, est-ce que tu penses que FreeQuest aura droit à son animé tôt ou tard? Ah, ça, aucune idée. J'ai pas eu de mail aujourd'hui. Peut-être j'en reçois demain. Je sais pas. Est-ce que c'est un projet pour toi, peut-être? J'ai pas de projet. Une suite logique. L'animé n'est pas un projet. J'attends les mails et je vois si on dit oui ou non. Si on te le propose, t'es pas fermé à l'idée, quoi. Mais il y a aucun auteur qui devrait dire non à une proposition d'animé. Mais bon, au début, l'animé Dreamland était censé sortir il y a un moment. Et il me semble que t'avais mis un frein parce que c'était pas ce qui... Enfin, il y avait des trucs qui te faisaient tiquer, il me semble. Donc, non, c'est pas... Non, il y avait des propositions d'animé assez tôt, mais c'était à l'époque parce que c'était jeunesse. Et en fait, quand tu changes complètement l'œuvre, tu fais ben non, mais faites pas ça. Oui, ouais. Moi, il y a des cahiers des charges, il y a des trucs à changer, oui. Mais quand c'est pour dénaturer l'œuvre... Voilà, mais c'est ce que je veux dire. Tu dis, ben moi, je suis pas débile. Je veux bien qu'on adapte Dreamland. Mais si c'est pour faire que les héros, ils ont 12 ans, va chercher d'autres licences, frérot. Tu vois, c'est plus ça. C'est ce que je veux dire. Si je prends un peu le contre-pied, parce que tu me dis, il n'y a aucun auteur qui dirait non, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire dans le respect de l'œuvre. Parce que si on dénature, tu vois, mais t'en as qui auraient peut-être tendance à dire, bah vas-y, de toute manière, tu vois. Peut-être. Je trouve ça extrêmement dommage, ceux qui acceptent de dénaturer leur œuvre à ce point. Je vais te poser une question, ce dont je t'ai parlé avant l'interview. Dans le tome 23, donc bon, c'est pas du spoil parce que de toute manière, c'est sur la jaquette du tome. On a Charlie et Terence, les jumeaux de feu, qui se mettent sur la tronche et qui vont se mettre sur la tronche comme des sagouins. C'était très cool. Et en fait, ma question c'est, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était une heureuse coïncidence ou quelque chose que tu as fait inconsciemment? Mais j'ai reconnu un petit clin d'œil à Dragon Quest, notamment au passage du duel du vrai dragon entre Adlar et Dai. Le moment, tu sais, où ils sont en train de te friter. C'était volontaire? C'est quoi qu'il arrive, le duel de Charlie et Terence devait être dans ce truc. Et souvent, les scènes d'action, je les fais en direct
pas en storyboard parce que c'est de la chorégraphie, un combat, et vaut mieux le faire quand on crayonne. Je sais le nombre de pages que j'alloue, mais en story je détaille pas. Et c'est vrai que c'est clairement une ref, c'est même pas une dédicace, c'est logique pour ces persos. Mais évidemment, l'idée ne vient pas de moi, elle vient de Fly et Adlar, ou quand t'as deux persos, puisque même quand il y a la petite perso dans Dreamland qui explique le concept du duel, c'est le même que celui dans Fly, où celui qui sera éjecté se prendra toutes les flammes et tout. La situation a créé le truc, tu vois. Et comme ça, c'est vraiment assumé, donc c'est pas genre, ah ben non, c'est la même idée par hasard, pas du tout. C'était pas quand j'ai fait Charlie et Terrence, j'ai pas dit tiens je ferai une dédicace à Dragon Quest. C'est tout arrivé au moment. Ça s'est présenté. Ça s'est présenté. Tu t'es dit il y a moyen de caler là. C'était trop ça. Ils maîtrisent le feu, tu vois. J'ai fait. C'est pas il y a moyen de caler la ref. Ce n'est pas une ref. Oui. C'est le combat de Terrence et Charlie. Oui. C'est le duel du feu. Mais il se trouve que oui, c'est les mêmes règles que le duel des dragons. Et est-ce que j'ai eu l'idée en même temps? Non. C'est Koji. Le scénariste c'est Riku Sanjo. Voilà, c'est Riku Sanjo qui a eu l'idée. Peut-être il l'a prise ailleurs, mais en tout cas oui, évidemment, elle a fait écho à ma scène. Donc ça reste quand même peut-être un petit peu inconscient. Non, c'est conscient. C'est conscient. J'ai conscience quand je le fais. Oui. Tu vois, je te dis, c'est pas après. C'était pas prémédité. Voilà, tu vois la différence. Voilà, t'as tout compris. Voilà, c'est conscient, mais pas prémédité. D'accord. parce que t'es un grand fan de. Ouais, j'avais compris. Je savais que c'est ça que t'allais dire. Donc forcément, j'étais obligé de caler ça à un moment donné ou à un autre. La ref, moi, m'a mis un sourire énorme. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Écoute, on va conclure l'interview là parce qu'on a un petit peu débordé. Écoute Renaud, c'était vraiment un plaisir de prendre ce temps avec toi. Vraiment merci. Je sais que tu as une rude journée de dédicace, donc voilà, la journée, il va être temps d'aller reposer les yeux. C'était que du kiff, j'ai appris beaucoup de choses avec toi pendant cette interview, plus même que ce que je pensais. C'était très enrichissant. Franchement, voilà, change pas, j'adore. T'es humain, t'es adorable, t'es un grand frère pour moi. Tu vis des rêves, des choses que j'aurais aimé vivre, et qu'en plus soit un Montpellierin qui le vive, je trouve que c'est une projection, je vis ça à travers toi. Et c'est un régal. Je suis vraiment très heureux pour toi. De tout ce que tu vis, je te souhaite que le meilleur pour la suite, avec ta team, que ce soit sur Dreamland ou que ce soit sur FreeQuest. Dernière question, est-ce que tu recommanderais aux abonnés et à ceux qui nous regardent l'ermite légendaire ou pas? Eh ben oui, abonnez-vous. Ouais. Il est chill, ça va, il est carrément. Pas trop chiant. Bon, ça va. Je te fais la collade, je te dis merci. Franchement, c'était très cool. Ciao les Genin, je vous dis à la prochaine. Comme il a dit, abonnez-vous, hein. Il a tout dit. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!